Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Quelques mots d'introduction. Les textes rassemblés dans ce volume sont tous des textes maçonniques comme le titre même du volume le précise. L'ordre maçonnique existe depuis plusieurs siècles, même si selon les auteurs ses origines font encore l'objet de recherches érudites débouchant sur des positions fort différentes. En ce qui nous concerne, et sans dénier l'intérêt de recherches portant sur des périodes et des pays différents, nous nous en tenons ici à une origine en Grande-Bretagne, au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, avec des initiatives créatrices mais contextuelles, tant en Angleterre qu'en Écosse. Dans une institution à caractère philanthropique et philosophique, déjà aussi ancienne et répandue depuis ses origines à la surface de la Terre, on ne surprendra personne en affirmant que la tradition y joue un rôle très important tant dans les pensées des maçons que dans leurs pratiques, ritueliques et autres. En maçonnerie, la question de la transmission est en effet essentielle, comme dans bien d'autres institutions, et toute la difficulté bien connue d'ailleurs consiste à concilier chez chacun, individuellement, et aussi en groupe, collectivement, deux aspects qui peuvent paraître contradictoires. En premier lieu, la préservation des éléments transmis qui assurent la perpétuation des valeurs reçues de ceux qui nous ont précédés. En second lieu, transmettre également les éléments indispensables pour encourager les mêmes à oser constamment un aggiornamento nécessaire autant que raisonnable. Il reste cependant que les deux objectifs doivent impérativement être atteints simultanément, faute d'aboutir à des dérives parfois destructrices soit des individus, soit des règles collectives. On mesure combien l'exercice est délicat, et même périlleux. Il devrait cependant être général dans toutes les sociétés et dans tous les groupements, ainsi que dans l'enseignement à tous les niveaux. Il s'agit toujours de transmettre des acquis, mais en préparant les nouvelles générations, les modernes, à affronter des problèmes et à concevoir des solutions à des situations parfois totalement nouvelles et sur lesquelles les anciens ne pouvaient avoir de solution car elles ne se présentaient pas alors. Cependant, et une bonne part de la difficulté réside précisément en cela, la perception de la situation actuelle, celle de la nécessité de certaines modifications dans les pensées et les comportements, l'urgence d'éventuels changements, tout cela provoque fréquemment des divisions dans les groupements et les sociétés. On sait combien, à titre d'exemple, l'ensemble des pays, notamment occidentaux, est confronté à des problèmes majeurs sur le plan de la gestion collective des États par l'éclatement des partis politiques qui traditionnellement étaient bien plus stables. Les majorités sont souvent délicates à constituer, et tout autant à se maintenir et à travailler. La maçonnerie n'échappe pas à ces difficultés. Sans doute la perception de celles-ci et les solutions ou leur attente varient-elles selon les domaines et les pays. Dans le contexte actuel, il est d'ailleurs probable que dans une même communauté il soit éventuellement opportun d'accepter ou de tolérer plusieurs réponses aux problèmes rencontrés. Il en irait certainement de même en maçonnerie, d'abord par l'opposition entre celle qui est dite régulière et celle que l'on qualifie rapidement d'irrégulière, la plus répandue en Belgique et en France. Mais également par l'existence de diverses obédiences, bien plus nombreuses en France qu'en Belgique, chacune ayant son orientation et ses spécificités. Il n'empêche que partout ou presque, une réflexion s'est mise en place sur les questions posées par notre ordre à la modernité et inversement. Il a semblé qu'il était important que certains d'entre nous se préoccupent de ces questionnements et tentent d'y apporter des réponses. Ces dernières ne seront jamais ni globales ni définitives. Le chemin maçonnique est, selon nous, un chemin individuel et dans le même temps collectif. Il est surtout dialogique dans les rencontres et les échanges indispensables non seulement avec des maçons, mais tout autant avec tous ceux qui ne le sont pas, et encore avec ceux qui s'opposent à nous. Dès lors, et comme on l'a écrit voici une décennie, dans un article sur le dialogue, il s'agit dans cette forme de communication de laisser chacun s'exprimer dans un échange qui modifie peu ou prou tous les participants, et qui renforce aussi entre eux une aménité et une fraternité humaine. Quelques maçons d'horizons différents, issus d'obédiences diverses et de plusieurs loges ont souhaité tenter l'expérience difficile, risquée et périlleuse, de créer une nouvelle loge. Depuis plus d'1 an ils y ont travaillé, chacun à son établi, chacun selon ses talents, peu à peu l'épure s'est manifestée. Le trajet est encore long, mais déjà les amitiés se forment et les relations se solidifient. Il s'agissait pour nous de conserver l'esprit des fondateurs,
mais précisément dans ce but nous avons estimé qu'il fallait l'adapter dans ses réalisations concrètes à notre époque. Nous n'ignorons pas que le projet qui nous a animés et qui nous anime encore, on l'espère, pour fort longtemps n'est partagé que par certains, peu nombreux. Partout où la franc-maçonnerie se porte bien, dans toutes les loges et dans toutes les obédiences dans lesquelles la vie maçonnique se déroule au bonheur et à la satisfaction générale, ne changeons rien, tout en restant attentifs. Mais que cela n'empêche pas ceux qui, pour diverses raisons, sont plus remuants, d'expérimenter en toute clarté et en toute bonne foi de modestes changements dont ils attendent des résultats positifs. C'est dans cette perspective que les textes présentés dans ce volume ont été écrits, et c'est dans ce but qu'on les donne aujourd'hui à lire à tous nos frères que cela intéresserait. Le partage des expériences de vie, l'apprentissage d'autres manières d'être et de penser, les contacts fraternels larges sont certainement dans les projets maçonniques. Si d'aucuns à la lecture de ces pages, souhaitent prendre contact avec nous, ce sera très volontiers que nous partagerons avec eux, s'ils viennent en visiteur jusqu'à nous, on en sera encore plus heureux. Ces personnes peuvent nous adresser des messages à l'adresse suivante manifestefm@gmail.com et nous y donnerons suite de la manière la plus appropriée. Une dernière précision en terminant cette brève introduction. Ces textes ne reflètent que la pensée et les souhaits ou les craintes de son auteur. En aucune manière, il ne s'agit des opinions ou des volontés des frères engagés dans un même travail de réflexion et dans de semblables actions, le tout au sein d'un projet de création de loge. Il en va ainsi aussi bien pour les propositions créatrices que pour les éventuelles critiques envers certains aspects actuels de la vie de notre ordre. L'avenir dira cependant si le projet globalement collectif, mais avec de sensibles nuances selon les frères, sera réalisable et finalement réalisé, mais toujours provisoirement. Enfin, la discrétion nous a conduit à présenter les textes d'une manière anonyme. On sait que le plus souvent les essaimages ou les créations de loges se font dans les difficultés, et parfois aussi les déchirements. C'est peut-être courant et même inévitable. Mais le temps et les bonnes volontés effacent le plus souvent rapidement les traces de ces blessures. La fraternité qui doit régner et qui règne d'habitude dans notre ordre, a d'ailleurs déjà pris le dessus. Manifeste pour une franc-maçonnerie d'aujourd'hui. À nos lecteurs. À nos lecteurs. Les textes de ce volume sont destinés à être commentés et étoffés. Les lecteurs sont invités à intervenir dans la démarche initiée en envoyant leurs commentaires, leurs remarques, leurs textes, etc. à l'adresse suivante, manifestefm@gmail.com en précisant s'ils désirent que leur intervention qui restera numérique demeure anonyme, pseudonyme ou en clair. Dans la mesure où cela serait souhaitable, un espace web est actuellement à l'étude. Note liminaire relative à la rédaction de ces manifestes. Le texte du présent manifeste est au départ une œuvre collective de rencontre et de réflexion. Depuis quelque temps, l'idée de réfléchir au présent et au futur de la franc-maçonnerie est apparue comme une nécessité en différents endroits et dans plusieurs loges, notamment belges ou françaises. Les réflexions portèrent très vite sur tous les aspects de notre ordre. Mais les réflexions n'étant pas structurées, elles partaient dans tous les sens sans qu'un fil conducteur puisse être perçu et sans qu'un plan d'ensemble puisse être tracé. Plus grave encore, les divergences d'opinion entre les participants, voire également les oppositions entre eux n'étaient pas suffisamment exprimées. Il était donc difficile de tirer profit de ce travail collectif. L'idée d'un plan se fit jour chez l'auteur de ces lignes afin de mieux cadrer les réflexions, les discussions et ensuite la rédaction de ce qui était proposé. Il établit donc un plan de travail qui fut proposé et adopté en réunion. Des volontaires présents se proposèrent pour rédiger chacune des parties de ce plan. Parallèlement, l'idée de rédiger une publication et de la partager avec d'autres loges se fit jour. Cependant, ceux qui ont la pratique de la rédaction de documents savent qu'il est très difficile, souvent presque impossible, de rédiger collectivement un texte de quelque étendue sur un sujet complexe en confiant la rédaction des parties de ce texte à des auteurs différents et peu ou pas habitués à un tel travail et à des collaborations de ce genre. Les ébauches reçues ensuite, rédigées par différents frères, confirmèrent cette crainte. Certaines d'entre elles se bornaient à reprendre des éléments factuels repris dans la littérature ou dans leur vie maçonnique. D'autres avaient été rédigées sans tenir compte du plan global.
L'une ou l'autre encore aurait dû être réécrite pour diverses raisons. Bref, en cours de rédaction finale, il apparut cependant que le manifeste devait être rédigé par une seule personne, soit de sa propre initiative, soit en reprenant éventuellement les idées exprimées sous une autre forme ou sous l'aspect d'une simple liste. Le signataire de ces lignes s'est chargé de cette mission difficile et délicate. Il espère n'avoir jamais trahi la pensée de ses frères, et au contraire, d'avoir pu du mieux possible donner à leurs expressions et à leurs pensées une expression à la fois personnelle et collective. Le rédacteur estimait que c'était de cette manière seulement qu'il serait possible d'obtenir une rédaction unifiée et davantage de cohérence dans l'ensemble du texte. La rédaction de ce texte est donc celle de l'auteur du volume qui en porte, seul, la totale responsabilité. Il n'empêche que l'auteur a bénéficié dans son travail des réunions de discussion et de réflexion par un certain nombre de maçons et de maçonnes, qui ont pour plusieurs parties fourni des notes et des indications relatives à un ou plusieurs chapitres. Leurs noms figurent ci-dessous. Liste alphabétique des collaborateurs, de la présente version. Richard André B., Michel Debrem B., Francis Déhomme B., Georges Gooskens B., Michel Gooskens B., Yves Laurent B. Nos remerciements particuliers s'adressent d'abord à notre ami de longue date, Yves Chevalier, F., qui a effectué une première mise en page de ce qui n'était alors encore qu'une publication distribuée en PDF, mais tout autant nous tenons à remercier un autre ami lui aussi de longue date, Boris Niquez, directeur de la collection Exploration maçonnique, chez EME Éditions à Louvain-la-Neuve, B., d'avoir spontanément et immédiatement accepté le présent volume dans sa collection. Il va de soi que le contenu des textes présentés ici n'engage que la responsabilité de leur auteur, sans impliquer d'aucune manière celle de tous ceux qui nous ont aidés dans son élaboration et sa finalisation. Chapitre 1 : Une publication ouverte. 1. Objectif de cette publication. Un siècle de bouleversements. Depuis un siècle, plusieurs conflits ont endeuillé et sinistré le monde et particulièrement l'Europe. Depuis le vieux continent a sans doute définitivement perdu la maîtrise qu'il détenait encore sur le monde. Dans les années suivantes, la reconstruction de l'Europe occidentale a largement bénéficié de l'aide essentielle des États-Unis qui, à leur tour, ont tiré profit et des conflits et de la reconstruction pour relancer leur propre économie. Ces phénomènes d'une ampleur mondiale ont initié une relance économique et sociale importante, relayée tant par la décolonisation que par de grandes réformes politiques et sociales, ainsi que par la création de grands ensembles régionaux tels que l'Union européenne. Parallèlement, les populations, notamment occidentales, ont largement participé à la mondialisation de toutes les relations, économiques, culturelles, religieuses, linguistiques, etc. Un prodigieux développement des moyens de transport et des moyens de communication a modifié en profondeur toutes les sociétés contemporaines. À la recherche de spiritualité et d'humanisme. Dans le même temps, la plupart des valeurs qui fondaient les sociétés traditionnelles, également chez nous, ont perdu beaucoup de leur importance. Dès lors, l'éclatement de nos sociétés se manifeste sur tous les plans. Parallèlement à la constante désagrégation des communautés occidentales en une foule de groupuscules aux visées souvent différentes les unes des autres, sinon carrément opposées entre elles, les aspirations véhiculées mettent fréquemment en avant des demandes altruistes et généreuses. Si les évolutions encore en cours ont donné à beaucoup le sentiment d'une plus grande liberté, elles ont également entraîné le développement d'un individualisme qui traverse aujourd'hui la vie sociale et qui la perturbe fréquemment. Paradoxalement, des valeurs personnelles pourtant indispensables car elles cimentaient les communautés humaines ont souffert de ces évolutions. En effet, les religions ou des mouvements philosophiques, tels que la franc-maçonnerie, ont fortement été perturbés durant les dernières décennies. Mais l'homme contemporain a peut-être du fait de l'affaiblissement actuel des grands courants spirituels, davantage besoin de ressources qu'il devrait pouvoir puiser dans une spiritualité et un humanisme renouvelés. Les divergences dans la franc-maçonnerie aujourd'hui. Les grands courants spirituels traditionnels, dont les religions de même que notre ordre, sont apparemment délaissés par de nombreux adeptes traditionnellement fidèles dans leurs convictions, dans leurs pratiques et dans leurs appartenances. Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit que les anciennes fidélités, d'ailleurs largement héritées,
sont souvent remplacés par de nouveaux groupes bien moins nombreux et le plus souvent en rupture, au moins partielle, avec leurs sources traditionnelles. Cela semble également être la situation dans la franc-maçonnerie actuelle continentale. À en juger par la stagnation des recrutements dans la plupart des obédiences ainsi que par des tensions, voire des conflits, des séparations, etc., de nombreuses loges, belges et françaises, non seulement du Grand Orient mais de toutes les autres obédiences connaissent de nos jours des difficultés importantes. Les ébauches de solutions face aux tensions et aux conflits. Dans ce genre de situation, il existe deux grands types de réactions. Dans le premier cas de figure, on assiste à des sécessions ou encore à des essaimages dans des circonstances souvent difficiles si toute la loge partage le même avis, ou encore la loge éclate et des petits groupes de frères ou de sœurs cherchent à s'affilier ailleurs. Une autre solution, bien plus délicate et donc plus rarement mise en œuvre, consiste à aborder ensemble, au sein de la loge, les difficultés rencontrées et à tenter de les aplanir par le dialogue et éventuellement par la médiation. À défaut, la loge se divisera et on assistera à un essaimage. Enfin, si la loge en difficulté estime que ces problèmes proviennent de ses rapports avec l'obédience, il se produit aussi des scissions de loges qui se regroupent alors soit dans de nouvelles obédiences, soit sous la forme appelée en France de loges sauvages. Quelle que soit la solution qui s'imposera, il demeure essentiel que dans des difficultés rencontrées au sein d'une loge, les frères ou les sœurs commencent par se poser les bonnes questions par rapport à leur situation. Un manifeste collectif. Ce que nous pensons et ce que nous souhaitons. C'est le but premier de cette publication de rassembler le maximum d'éléments relatifs à la situation actuelle dans notre ordre, tant ce qui se passe bien, les heureuses initiatives prises ici ou là, que ce qui au contraire suscite des tensions et des conflits. On espère que de cette manière, nos frères et nos sœurs pourront mieux aborder les difficultés de leur existence maçonnique, et qu'au lieu de constater que des tensions, voire des conflits, ne débouchent jamais que sur de nouvelles divisions, en négation complète avec nos objectifs, une place existe toujours pour des solutions de meilleure entente. En effet, comment construire le temple de l'humanité, comment rassembler ce qui est épars, comment mieux accueillir l'étranger voyageur, comment ambitionner de travailler à tous ces objectifs si toutes nos forces ne servent qu'à nous opposer vainement les uns aux autres ou à demeurer dans un silence complice? Ceci résume nos ambitions et explique les raisons d'être de cette publication et également tout le travail que des frères et des sœurs, appuyés par d'autres frères et sœurs venus d'ailleurs, de lieux proches ou plus lointains, ont accompli en commun avec ceux qui ont pris l'initiative de ces réflexions et ensuite d'encourager et d'accueillir ce travail. 2. Manière dont cette publication a été conçue. Les divergences de départ. Le présent texte trouve son origine dans des discussions nées au sein d'une loge affiliée au Grand Orient de Belgique. Lors de ces échanges, on s'est aperçu progressivement de divergences relativement profondes entre des frères appartenant pourtant et souvent depuis longtemps à cette même loge. Jusqu'alors et depuis la naissance de cette loge, ces frères avaient eu le sentiment que toutes les divergences qui s'étaient manifestées au sein de la loge avaient pu être débattues sereinement, et des solutions viables aménagées entre tous. Depuis quelques années toutefois, des oppositions d'idées et de comportements semblaient avoir fait leur apparition. Elles apparaissaient soudainement comme étant devenues irréductibles. Différents aspects du fonctionnement de la loge semblaient brusquement faire problème. Il fallut se rendre à l'évidence, des clivages étaient apparus au sein de la loge. Cette situation, nouvelle et menaçante pour tous, méritait d'être abordée et d'être débattue. On espérait ainsi par le biais de la verbalisation progressivement concevoir des solutions concrètes et positives pour sortir notre loge de cette crise existentielle. Les difficultés d'une première réflexion commune. Quelques frères se réunirent afin d'envisager ce qui aurait pu être amélioré au sein de la loge. Des notes de réunion furent rédigées. Elles devaient faciliter la poursuite de ces discussions. Mais avant qu'un texte n'ait pu être conçu, avant que n'ait été possible un véritable partage préliminaire à une entente que tous souhaitaient apparemment, les tensions réapparurent encore plus vivement, malgré des apparences de bonne entente. Sans doute comme parfois, des quiproquos se produisirent et il apparut qu'il était devenu compliqué sinon impossible, de les lever. Les ponts n'étaient pas coupés, mais des maladresses amplifièrent inutilement des divergences de perception et dans ce contexte,
Il devint apparemment délicat de maintenir un travail en commun et même, provisoirement espère-t-on de tous les côtés, les contacts entre tous. Dans ces conditions, le groupe à l'origine du premier texte a décidé de poursuivre son travail de réflexion et de le mettre, une fois suffisamment achevé, à la disposition non seulement de leur loge, mais également de toutes les autres loges, belges ou françaises, qui souhaiteraient collaborer à un travail collectif de réflexion. Les débuts d'un travail collectif. Depuis une dizaine d'années environ, à l'initiative de l'auteur de ce texte, plusieurs frères belges appartenant à la même loge se réunissaient dans le cadre d'une commission, aussi appelée séminaire selon la tradition germanique, afin de débattre ensemble d'un sujet maçonnique, philosophique, symbolique ou sociétal. Les 6 ou 7 dernières années, la loge dans laquelle travaillait l'auteur de ces lignes s'était associée à des loges françaises du Grand Orient de France afin de travailler ensemble sur les mêmes sujets, et annuellement de se rencontrer alternativement chez les uns puis chez les autres. Le sujet annuel était choisi en commun, lors des rencontres, par les loges participant à cette démarche collective. Les travaux donnaient lieu également à une publication commune. Ainsi s'établirent des liens fraternels entre plusieurs loges. Comme les questions soulevées dans la présente publication paraissaient se poser, sans doute en des termes locaux parfois très différents, en plusieurs endroits, et bien entendu ailleurs également que dans les loges qui collaboraient, il a été proposé de choisir la thématique de l'avenir de la franc-maçonnerie dans le monde occidental actuel. La question d'un manifeste. La publication qu'on a aujourd'hui sous les yeux représente la dernière version d'un texte qui devra maintenant être lu, critiqué et amendé par toutes les loges qui le souhaiteraient. Les remarques, ajouts, questions, etc. de tous les intervenants seront intégrés dans une publication, vraisemblablement électronique, en lien avec le présent texte et qui le rendra plus diversifié et plus complet. Cette publication numérique devrait être disponible en 2020 ou en 2021. Elle devrait comprendre l'ensemble des travaux individuels ou collectifs de tous ceux qui se seront intéressés aux questions abordées ici. C'est aussi la raison qui a motivé d'appeler cette future publication un manifeste, même si certaines connotations de ce terme sont fort distantes du sens qu'on lui donne ici. Pour nous, il s'agit simplement de collecter le plus largement possible l'ensemble des points de vue concernant notre ordre et son avenir. Chacun y pourra apprendre comment, éventuellement, d'autres frères ou sœurs, dans d'autres loges, ont pu aborder certaines questions, comment ils ont pu aussi résoudre des tensions et des conflits, comment enfin de rencontrer et de dépasser ce qui leur paraissait d'abord comme d'énormes difficultés afin qu'elles se muent en réussite d'humanité et de fraternité. Encore une précision en terminant cette introduction. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.